Le 15 juillet, François Bayrou donnera ses grandes orientations, notamment budgétaires. Sur quelle piste se serait concentré l'ancien ministre du budget que vous êtes ? Je pense que le Premier ministre, d'abord, il doit faire acte de courage. Je pense que ce sera le cas. Il faut réduire la dépense publique. Mais oui, je lui fais confiance. On verra le 15. Bien sûr que je lui fais confiance. Soyez pas indigné. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Il a annoncé des propositions dès le 15 juillet. Il est une ministre tout à fait compétente qui est Amélie de Montchalin. On verra. Il faut faire un effort sur la durée. Moi, je pense que le gouvernement aujourd'hui, il devrait prioriser totalement son action. Il y a 2 actions prioritaires et le gouvernement devrait être composé comme ça. C'est l'action sur la souveraineté économique, dans laquelle il y a évidemment la souveraineté des finances publiques qui est fondamentale, et puis les affaires de sécurité. Ces 2 sujets desquels découlent au fond un certain nombre de dysfonctionnements fondamentaux de notre société. C'est quoi un budget qui permet d'économiser 40 milliards pour citer le chiffre qui est cité? Ça ne suffira pas. Il faudra continuer l'année d'après. 100 milliards, dit Pierre Moscovici de la Cour des comptes. Oui, mais il a raison. Ça fait à peu près 3 points de PIB, donc c'est absolument nécessaire. Donc on en a besoin. On a un modèle social qui est hypertrophié et qui ne rend pas les gens heureux. Probablement on veut couvrir trop de risques et résultat on couvre pas tout ce qu'on devrait couvrir. On a également un modèle d'investissement. On doit s'attaquer là-dessus dans le dur. On doit s'attaquer à 2 choses. S'attaquer, c'est pas un très bon terme pour un modèle social, mais on doit regarder 2 choses de très très près. C'est évidemment l'assurance maladie. Il y a des propositions très fortes qui sont sur la table d'ailleurs. Et puis regardez la sempiternelle question des retraites où on refait sans arrêt le même débat. Je remarque que la gauche a accepté finalement entériner l'idée qu'on puisse aller jusqu'à 62 et puis maintenant elles ne veulent pas 64. Ils ont toujours une réforme de retard. Donc on verra bien, ils accepteront 64 l'année prochaine. Ou en 2030 quand ce sera trop tard. Nous avons besoin également d'instituer une justice entre les générations. Il y a la première des justices, c'est de pas mettre sur le dos de ses enfants ou de ses petits-enfants un truc qui les concerne pas. Le modèle social ne les concerne pas, c'est une affaire de génération, c'est entre les générations. Dans la même génération, on doit financer cela et évidemment faire en sorte que la répartition et l'équilibre de répartition entre les différentes catégories sociales soit la plus juste possible, mais on ne le met pas sur le dos de nos enfants. Ça fait beaucoup de chantiers sur lesquels on va revenir dans un instant après une première pause avec le rappel de l'actualité. Restez avec nous. Éric Woerth est l'invité politique d'Europe 1 Soir. À tout de suite. Éric Woerth est notre invité politique d'Europe 1 Soir. Nathan Dever a une question pour vous. Oui, j'avais une question à vous poser. Dans cette politique budgétaire, comment on peut la mettre en œuvre dans une situation où d'une part, le gouvernement est assez fragile et où de l'autre, ses conséquences sont extrêmement impopulaires. Là, toutes les enquêtes d'opinion, vous disiez qu'il y avait 2 chantiers urgents. La sécurité et la souveraineté économique. Sur la sécurité, globalement, par exemple, Bruno Retailleau est à peu près suivi par les enquêtes d'opinion. Les Français sont à peu près d'accord dans la majorité. Les enquêtes d'opinion sur l'économie disent quand même que quand on demande aux Français de se serrer la ceinture, ça va être la conséquence concrète de 40 milliards d'économisés. Alors là, à la très grande majorité, ils disent non. Et évidemment, c'est toujours la même chose. On veut bien que les autres économisent, mais pas soi-même. Alors comment on fait concrètement, même si vous avez raison sur le papier, mais pour mettre en œuvre cette politique entre guillemets d'urgence? Mais c'est très difficile quand on n'a aucune majorité. C'est déjà difficile quand on a une majorité. Oui. En fait, ça veut dire que le courage politique, il est très très peu remboursé ou de façon optimum par les électeurs. En général, ils vous dégagent, quoi. Donc ça donne pas nécessairement envie. Et quand on n'a pas de majorité, c'est encore pire. Je pense que le Premier ministre, il doit à un moment donné s'exonérer de ça, parce que sinon on fait plus rien. Donc il fait la proposition la plus claire, la plus propre possible, qui met d'abord sur les dépenses. J'espère qu'il y aura peu d'augmentation de contribution, puisque là, on est au cœur d'un taux de prélèvement obligatoire qui est déjà très élevé, donc ça peut pas être la solution principale. La solution principale, c'est une solution sur les dépenses, que ce soit par un gel, que ce soit, on peut imaginer beaucoup de solutions. On verra ce qu'il dira, mais il doit le faire clairement, puis mettre quand même les partis politiques ou
les groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale devant leurs responsabilités. Je pense que tout gouvernement, quel qu'il soit, à un moment donné, aurait à affronter une réalité qui est celle de nos finances publiques. Alors certes, il y a eu sans doute un peu de laxisme pendant les 20 dernières années, mais ce laxisme, il a été plusieurs fois applaudi par les Français, applaudi par la plupart des forces politiques. Dès qu'il y a une idée qui est de réduire tout cela, on vous accuse de tout. Le modèle social, il rend pas heureux. Et il y a beaucoup de gens probablement qui ne sont pas suffisamment aidés et d'autres qui le sont sans doute trop. Et là-dessus, regardez l'assurance maladie. Prenons la prévention. On reçoit tous, en fonction de son âge, on peut dépister le cancer colorectal, on peut dépister le cancer du sein, etc. On a des vaccins, tout ça est gratuit. Mais au fond, il n'y a pas de contrepartie si vous dites non. Si vous dites je veux pas, vous n'avez aucune contrepartie. Il devrait y avoir des contreparties à cela. À partir du moment où vous avez une dépense collective et donc des remboursements collectifs et donc une gratuité au fond collective des soins, c'est très important de se dire qu'il y a un peu de citoyenneté à avoir. Et quand on vous dit regardez quand même si vous n'avez pas un problème ou un début de cancer colorectal, c'est bien pour vous de pouvoir dépister cela. Et il faut mettre aussi de l'autorité. Il faut mettre aussi de l'autorité. Alors, on peut discuter de tout ça, je vois bien des arguments contraires. Oui, c'est ça, il faut mettre de l'autorité parce qu'il y a le monde médical qui dit complètement autre chose. Le monde médical, il part du principe que les gens qui sont malades, peu importe combien ça coûte. Et donc, on paye. C'est le système des ALD, par exemple, les affections longue durée, dont parlait Philippe Vigier, ici même, à votre place, hier ou avant-hier, qui disait que les ALD, c'est 200 milliards et il n'y a pratiquement pas de traçabilité. 20% des Français sont en ALD, c'est-à-dire à 100%, c'est 5% des Allemands. Oui. Alors je ne dis pas que c'est l'idéal chez les Allemands, pas tracé, peut-être pas, mais personne ne dit qu'il faut. Il y a peut-être dans ces personnes des gens qui vont mieux et qui continuent à percevoir. Aujourd'hui, honnêtement, il y a une médecine à deux vitesses. Ouais. Je disais le contraire il y a 15 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une médecine à deux vitesses, parce qu'il y a moins de médecins. Non, mais je le constate. Ouais. Il y a que si vous prenez la longue file d'attente d'un ophtalmo conventionné, etc., si vous avez accepté de payer un peu plus, vous aurez plus rapidement. Vous n'aurez pas accès à des soins meilleurs. Je pense qu'on a toujours accès au meilleur des soins, quel que soit ce qu'on est et ce qu'on gagne, etc. Mais l'accès même au diagnostic, à la rencontre avec un médecin et avec un spécialiste, aujourd'hui est extrêmement compliqué pour beaucoup de Français. Je le vois dans ma propre ville de Chantilly. Donc on a absolument besoin de détendre tout cela, de mettre un peu d'autorité là-dedans. Ça peut ne pas plaire. Et voilà une piste. Les délais de carence, tous ces IJ, les arrêts maladie, qui augmentent de 6 à 7% quand même sur les 3 dernières années. Nous sommes le seul pays où il n'y a pas des... Et au fond, les arrêts de longues maladies ne sont en général pas des ALD. C'est pas les personnes qui ont des remboursements à 100%. On voit bien, alors, il y a des troubles psychologiques, il y a des burn-out, il y a tout ça. Bien sûr. Après, il faut faire la classification de tout cela. Il faut à un moment donné accepter ça. J'avais une question pour vous. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on se penche sur des propositions qui ne sont pas populaires, mais pourquoi ne pas d'abord aborder les thématiques qui sont populaires? Typiquement, il y a quand même un mot qui n'a pas été prononcé dans ces débats budgétaires, c'est la question de l'immigration. L'immigration, ce n'est pas qu'une question civilisationnelle ou de sécurité, c'est aussi une question économique. Quand on sait que les aides sociales non contributives, donc le RSA, les allocations logement, les allocations vieillesse, qui sont allouées aux étrangers, c'est 15 milliards d'euros par an. L'AME, donc l'aide médicale d'État, c'est un peu plus d'1 milliard. Le coût des détenus étrangers dans nos prisons, puisqu'on en a environ 25%, ça fait 700 millions d'euros par an, parce qu'un détenu, ça coûte de l'argent, environ 100 euros par jour. Tout cela, ce sont des dépenses qu'on pourrait éviter, et je peux vous promettre que sur la question migratoire, là, la majorité populaire, vous l'avez. Si vous demandez aux Français demain, est-ce qu'il faut supprimer ou non l'AME, les sondages sont sortis, majoritairement pour. Est-ce qu'il faut demander d'abord aux étrangers, aux immigrés, de contribuer avant les Français? Les Français sont majoritairement pour. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question migratoire à aborder dans ce gouvernement et dans ce budget? Réponse d'Éric Woerth. Enfin, il ne faut pas non plus la prendre de manière caricaturale. C'est sûr qu'il y a aujourd'hui un nombre important d'immigrés. C'est certain qu'il y a probablement une
une opposition à un taux d'immigration qui est trop élevé. Et on le note et on le voit un peu partout. Donc il faut mieux réguler, il faut mieux contrôler, et notamment le regroupement familial, et puis tous les immigrés qui sont en situation irrégulière, il faut essayer. Bruno Retailleau essaye. C'est pas simple sur le plan juridique, mais on doit pouvoir y parvenir à un moment donné, et si possible avec un consensus européen. Les Allemands sont en train d'ailleurs d'en prendre parfaitement conscience. Et il y a un accord en ce moment avec l'AME. voilà. Moi, même si le Rassemblement national était au pouvoir, j'aimerais bien savoir ce qu'il ferait en réalité. Vous remarquerez quand même qu'il change. Oui, ils sont afouéristes. Oui, l'AME, Afouéla. Oui, ils soigneraient quand même. J'aimerais autant vous dire qu'ils soigneraient quand même. Parce que c'est des hommes et des femmes. Parce qu'on est peut-être les seuls à vivre dans l'univers, et qu'on va quand même soigner un homme ou une femme qui est au coin de la rue et malade, on lui demande pas tout de suite ses papiers, quoi. C'est vous qui êtes caricatural, c'est une minorité dans l'utilisation de l'AME. Évidemment, quand quelqu'un est mourant sur le trottoir, on l'aide. Faut mettre un peu du même. Mais c'est pas des gens qui viennent se faire gratuitement refaire le nez en France parce qu'ils le trouvent pas beau. Il y en a tous les ans. Mais ça a été totalement documenté. C'est rien sur le plan financier. Même pour une raison de santé publique. Extrêmement, même pour une raison de santé publique. Évidemment. Donc je suis d'accord pour qu'on resserre les choses, je suis d'accord pour... Mais attention aux présentations caricaturales et parfois démagogiques. Eric Woerth, vous faites partie de ceux qui fréquentaient l'hémicycle souvent. Votre taux d'absentéisme est quasi nul dans l'hémicycle. Et donc, Madame Braun-Pivet qui a dit qu'on n'échapperait pas à une hausse d'impôts, le gouvernement a beau, contredire cette information, mais ça sort bien de quelque part. Et vous avez, j'imagine, beaucoup de respect pour Mme Braun-Pivet. D'abord, c'est une bonne présidente de l'Assemblée, mais je ne crois pas qu'elle ait d'informations particulières sur les arbitrages du Premier ministre. Je ne suis pas sûr. Moi, j'étais à Bercy cet après-midi. Elle a le droit d'avoir une vision son opinion, évidemment, qu'elle a le droit, elle a même le devoir de l'avoir. Je pense que... on verra d'ailleurs, chacun fera la proportion dans les propositions qui seront faites par le gouvernement. Donc vous dites qu'elle se base sur rien et surtout pas sur les informations de Bercy? Non, mais c'est le Premier ministre qui va arbitrer. Oui, merci, le 15. Donc évidemment, rien n'est dans l'air aujourd'hui. On verra le 15. Je vais vous poser la question autrement. Comment est-ce que vous avez pris sa déclaration? Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Mais quelle déclaration? La déclaration d'Yael Braun-Pivet qui dit de toute façon, on n'échapperait pas à des impôts. Non, mais ça dépend de la proportion. Évidemment que les impôts, faut pas les augmenter. On en a plein, j'arrête pas de le dire. Il y aura une proportion, peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe sur l'impôt sur les sociétés. Donc il y aura un effort fiscal. On y arrive. Non, je ne le dis pas. Vous le dites sans le dire. Oui, mais alors je dis plus rien dans ce cas-là. Dans ce cas-là, je dis plus rien. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je garde une réserve. Vous prenez l'exemple de l'impôt sur les sociétés. Une surtaxe d'impôt sur les sociétés, elle doit s'arrêter. Je verrai ce que le gouvernement fera. Moi, je pense qu'il faut évidemment l'arrêter. Vous avez eu aussi une surtaxe d'impôt sur le revenu en fonction de la proportion de l'impôt par rapport au niveau de revenus. Il a été considéré qu'elle était pour l'année passée. Elle ne doit pas être conduite. On verra ce que fait le gouvernement. J'espère qu'il ne la reconduira pas. Donc ça va être une hausse d'impôt déguisée derrière des reconductions de hausse d'impôt extraordinaires. Il y a votre souhait. C'est une finasserie d'intervieweur. Non, il y a votre souhait d'ancien ministre du budget, et puis il y a ce qui va se passer. Vous êtes lucide. Il n'y a aucune solution du côté de l'augmentation des impôts. Il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution viable dans un pays qui est déjà très au-delà de toutes les normes de prélèvements obligatoires. J'y mets les cotisations sociales aussi à l'intérieur. Il n'y a aucune solution du côté de l'augmentation des impôts. Les seules solutions, c'est le niveau de la dépense aujourd'hui qu'il faut combattre. Et je pense que le gouvernement, on verra la proportion. Il y aura peut-être une proportion d'impôts, il y aura peut-être une proportion de dépenses. On l'avait d'ailleurs vérifié. Mais en tout cas, chacun s'exprimera sur une copie qui sera une copie claire et précise. On vous invitera. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Premier ministre décide le 15 juillet de dire un peu plus que ce qui a été dit en général. On dit toujours des trucs en juillet mais jamais le Premier ministre. Donc le Premier ministre va le faire, on verra comment il traite le sujet. Je pense qu'il a compris parfaitement l'enjeu. Et d'ailleurs, il le dit depuis longtemps. Merci Eric Woerth d'avoir été avec nous en direct sur